Tech, le geste d'or. Donc, alors, nos deux jurés, eh ben, on va les mettre là, voilà, avec Pascal Payen-Appenzeller, directeur général délégué du geste d'or, et Christian Cubizol, qui représente la Fondation RTE, partenaire du prix. Donc, je vais vous mettre ici, voilà. Alors, démarre les choses sérieuses avec le bloc de l'Alcazar, une pierre qui nous parle. C'est Éloi Gatté de la société Mercurio qui va nous présenter cette initiative mystérieuse. Éloi, vous pouvez vous installer là, debout. Vous avez besoin de vous connecter. Le câble HDMI est là. C'est notre micro, oui. Alors, donc, je vous rappelle le principe. Hein. Le prix Héritage, le geste d'or, le dernier mot est au geste d'or et le lauréat ou les lauréats définitifs seront connus le 25 novembre prochain à la Courneuve, chez Paprec, à l'occasion de la cérémonie officielle des prix Le Geste d'Or. Et vous bénéficiez de la salle que vient de construire Paprec, qui est leader français du recyclage des matériaux de construction, du papier, etc., des déchets d'hôpitaux. Le patron, qui est membre du Geste d'Or, et le mécène de l'Opéra de Paris et du Ballet, qu'il finance presque intégralement. Et comme il est fou d'opéra, et moi j'étais conservateur de l'opéra, où j'ai construit d'ailleurs, si vous allez à Paris, le restaurant, la Cage de Verre, il a construit une salle en forme d'opéra. Donc c'est dans cette salle très impressionnante que vous serez reçu pour le prix. Voilà. Et comme nous avons souhaité non pas être au cœur de Paris comme l'année dernière à la Cité d'encouragement de l'industrie nationale, qui fait toujours partie du Geste d'Or, qui est la plus ancienne société française de développement, puisque fondée par Bonaparte et Chaptal, nous avons souhaité être dans le Grand Paris et accompagner donc les périphéries. Voilà, à vous. Et Christian Cubizol donc représente la Fondation RTE, qui est partenaire du prix depuis sa première édition l'an dernier. Et il est le correspondant régional, finalement, aujourd'hui, de la Fondation RTE. Donc, j'ai le plaisir de représenter Frédéric Doé, le délégué régional de la Fondation RTE, qui n'a pu être là aujourd'hui. Et à ce titre, la Fondation RTE accompagne beaucoup d'associations depuis 2008 dans la conservation du patrimoine. Et c'est pour cela qu'on est partenaire de cette opération. Merci, merci Christian. Donc, le principe, je vous le disais, 6 nominés. À la fin, il ne devra en rester qu'un. Non, enfin, c'est pas moi qui décide, c'est le geste d'or. Oui, mais on est quand même sympa. Ensuite, on donne des diplômes aux autres, éventuellement. Et donc, vous avez 12 minutes. Il y a 3 minutes de questions-réponses. Et l'ensemble de la salle et nos amis en ligne, on vous proposera un numéro, un 06 non surtaxé, pour voter par SMS. Donc, c'est un peu la Starac, hein, pour l'Alcazar, voter 1, pour Alésia, voter 2, etc. On va vous expliquer ça, c'est limpide, mais n'éteignez pas vos portables. Voilà, vous pouvez les mettre sur silence quand même, par égard pour nos intervenants. Mais voilà. Donc, je vais mettre le chrono. Mercurio, est-ce que vous êtes prêts? Alcazar, au sens large. Vous me dites, parce qu'ensuite, je mets le chrono, puis quand ça sonne, il faut s'arrêter. Hein. C'est une catastrophe. J'ai bien aussi, du coup, vous êtes prêts? On se synchronise? C'est vraiment la règle du jeu. Vous me donnez... Alors, je mets sur le truc, parce que c'est compliqué la technologie toujours. Hop. Alors, on va mettre 12 minutes. 12 minutes, c'est parti. Voilà, c'est beaucoup plus long qu'un œuf à la coque. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Éloi Gattet, président de Mercurio. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet que j'ai fait en partenariat avec le Musée d'Histoire de Marseille, qui s'intitule « Une nouvelle lumière sur le bloc de l'Alcazar ». Et pour commencer, on va déjà vous présenter quel est le sujet. Je suis avec Xavier Corré du musée. Bonjour, Xavier Corré, chargé des collections antiques du musée d'Histoire de Marseille. Je vais d'abord vous présenter une brève notice historique sur ce bloc de l'Alcazar que vous voyez sur l'image derrière vous, qui est ce grand bloc de couleur claire, qui semble tout à fait anodin comme ceci. Il a été trouvé en 2000-2001 sur le site de l'ancienne salle de spectacle de l'Alcazar à Marseille, au fond du Vieux-Port. Et c'est un document archéologique qui est assez exceptionnel et mystérieux, comme vous allez pouvoir le voir. Il est mystérieux parce que il présente un grand nombre de graffitis qui sont représentés dessus, et la scénographie, la muséographie actuelle, et qui est relativement classique et réalisée dans des temps contraints,
ne nous a pas permis d'exploiter comme il faut la complexité du bloc et l'étendue des données archéologiques et historiques qu'il mentionne. Vous voyez ici un premier relevé qui a été effectué en 2001 dans des conditions difficiles et qui montre déjà un petit aperçu des traits, des graffitis qui sont sur ce bloc. Vous voyez qu'il y a des bateaux qui apparaissent, il y a une figure humaine complètement à gauche. Les éléments avec des treillis, ce sont des avants de bateaux. Et donc tout l'enjeu pour nous, sur ce bloc exceptionnel, vous allez voir, sera de l'expliquer et de le valoriser. Alors pourquoi il est exceptionnel? Parce que les bateaux que vous voyez représentés, ce sont des bateaux qui sont emblématiques des Phocéens. Les Phocéens, ce sont des Grecs qui habitaient en Asie mineure et qui sont les fondateurs de Marseille. Marseille est la plus ancienne ville de France, fondée en 600 avant notre ère. On a donc des bateaux qui font partie ici du patrimoine national particulièrement important. Ils ont permis, d'après Hérodote, aux Phocéens d'aller jusqu'au royaume mythique, l'Eldorado antique de l'époque à Tartessos, l'actuel Cadix. Et ils ont permis aussi à ces Phocéens de fonder Marseille en Méditerranée occidentale. Alors pourquoi est-ce que ce bloc est assez intéressant, notamment par ces bateaux? Parce que les premiers bateaux qu'on a pu voir sur ce bloc ont suggéré aux spécialistes de l'époque d'imaginer que ces blocs représentaient la fondation, l'arrivée des Phocéens à Marseille. Et donc, vraiment les tout débuts de l'histoire de France, en tant qu'histoire écrite. Le problème, c'est que ces blocs ont été retrouvés dans une fosse, avec une vingtaine d'autres blocs. Or, à Marseille, les blocs lapidaires, on ne les met pas dans une fosse, on les réutilise. On le voit encore tous les jours actuellement. Quand il y a des blocs, on les réutilise dans les murs, dans les choses comme ça. On ne les met pas du tout dans des fosses. Et on est là, du coup, peut-être dans l'évocation d'une damnatio memoriae des fondateurs de la ville, puisqu'il y a eu une révolution au cours du VIe siècle avant notre ère, une révolution du peuple de Marseille qui a voulu renverser les fondateurs de la ville qui s'octroyaient trop de pouvoir. Et en 2018, j'ai eu l'occasion de rencontrer Éloi Gatté et Federico, deux génies avec qui on a pu essayer d'imaginer un outil, l'outil qui nous manquait pour essayer d'interpréter et de valoriser ce bloc. Donc je laisse parler le génie maintenant. Du coup, je vais essayer de reprendre mon souffle. Alors, en fait, on s'est retrouvés, vous avez compris qu'il y avait un énorme enjeu autour de ce bloc qui raconte peut-être l'histoire de la fondation de Marseille. Et on a répondu ensemble avec le musée à l'appel à projet Services numériques innovants, car il y avait un vrai défi de numérisation, d'enrichissement de nouvelles lectures de ce bloc et évidemment de médiation auprès des publics. Alors pour ça, à Mercurio, on développe une technologie qui s'appelle le RTI et qui permet de faire des images rééclairables. Pour des graffitis, c'est l'idéal. Il se trouve qu'en fait, il y a une limite technologique au RTI, c'est que jusqu'à il y a peu, on ne pouvait scanner qu'un A4 en taille maximum. Le bloc fait 2 mètres par 50 cm. Je vous laisse imaginer l'enjeu. Donc pour ça, j'ai fabriqué un scanner spécial pour ce projet, un dôme d'acquisition monté sur un chariot. L'acquisition s'est faite en 2 jours, il y a eu pas loin de 12 000 photos. Toutes les photos sont livrées au musée, on travaille, on prône l'open data à Mercurio et on espère miser la pérennité des données via leur diffusion. Cette acquisition qui a été faite, c'est une acquisition qui est reproductible, c'est-à-dire que la méthode d'acquisition a été documentée et aujourd'hui je suis en train de fabriquer un nouveau scanner pour réduire ce temps d'acquisition de 12 heures, j'espère à 2 heures. Derrière, toutes ces photos ont été orientées, traitées grâce à une chaîne de traitement logiciel open source. Donc vous voyez ici, chaque point, c'est un lot de 64 photos, chaque petite pyramide. Donc il y a quand même un sacré nombre d'images. Le verrou qui s'est posé là, c'était la fusion. En fait, quand j'ai commencé à assembler mes images rééclairables entre elles, vous voyez qu'on a comme un patchwork et il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'immersion. Donc là, j'ai travaillé avec Federico Ponchio, qui est un chercheur au CNR de Pise, et avec qui on a développé des outils pour pouvoir fusionner entre elles ces images et enlever toutes ces coutures qui sont ici visibles et donner en résultat une seule et même grande orthophotographie rectifiée de 600 mégapixels. C'est-à-dire qu'on a un niveau de zoom où on va quasiment au grain de la pierre. Alors, une numérisation comme ça nous permet de voir des choses. On se rend compte qu'en faisant des lumières rasantes dans un sens, on voit certains traits, dans un autre, il y a d'autres traits qui apparaissent.
Mais là où c'était important pour pouvoir l'enrichir, c'était de créer une plateforme d'annotation qui va permettre à Xavier et à d'autres experts de venir enrichir ce bloc et apporter leurs connaissances. Donc vous voyez, par exemple, lorsqu'on va zoomer sur la tête, on a créé de toutes pièces un outil avec Federico Ponchio du CNR qui va permettre aux experts de venir tracer les traits, de venir relever trait par trait chacune des gravures, et vous voyez ici l'intrication et la complexité du nombre de traits qui sont sur ce bloc. Et donc on va pouvoir aussi exacerber ces reliefs et faire finalement apparaître, sauter aux yeux le moindre trait qui est gravé sur le bloc. Cet outil d'annotation, du coup, il permet de faire des calques, il permet de collaborer ensemble, il permet de travailler à plusieurs sur une même plateforme web. L'idée après, donc vous voyez le niveau de détail qu'on a ici, je suis zoomé sur un détail qui fait à peu près 2 cm de long. Donc en fait, on arrive à avoir de l'ordre de 20 pixels par millimètre. Donc c'est vraiment très dense finalement. Cet outil d'annotation, on l'a terminé il y a 10 jours. Donc on s'est vu avec Xavier et d'autres experts la semaine dernière. On a fait un premier relevé non exhaustif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des lettres qui avaient été déjà vues sur le premier relevé, mais on en voit d'autres, on en devine d'autres. Et pour ça, on va faire appel à des experts de l'épigraphie. On a vu 2 bateaux qui avaient déjà été relevés. Et ce matin encore, Xavier me disait que en fait, cette nuit, il en a vu un 3e, peut-être un 4e. En fait, on est sur un niveau d'intrication tellement complexe qu'aujourd'hui, c'est un mystère qu'on voudrait lever. D'ailleurs, en parlant de ces mystères qui apparaissent, il y a déjà une première observation qui a été faite. Je vais laisser Xavier en parler. Oui, par exemple, sur cette, à gauche, vous voyez le premier relevé qui a été fait en 2001, où vous voyez l'espèce de tête qu'on voit au bout, qui tantôt est décrite comme une tête humaine, tantôt peut-être une tête animale. Et bien finalement, avec la technologie du RTI, on s'est rendu compte que le nez de cette tête n'était pas pointu et fuyant du tout comme il apparaît sur ce relevé, mais qu'il est plutôt rentrant et presque crochu. Et on peut dès lors se demander, c'est une hypothèse de travail à l'heure actuelle, si finalement on n'est pas devant la représentation d'un griffon, comme vous pouvez voir sur l'image de droite, et le griffon qui est un animal emblématique des phocéens et dont on a retrouvé pour l'époque plusieurs statues affossées à cette même époque du bloc. Donc voilà, ce sont des pistes de recherche, mais le dessin va évoluer, le relevé va évoluer au fur et à mesure des heures qu'on va passer sur ce bloc et où tous les spécialistes pourront travailler dessus. Alors, pour nous, au musée, ça va être assez colossal comme modification, puisque ce grand bloc était dans une grande vitrine avec un éclairage qui n'était pas optimal pour révéler ces relevés. Et la preuve, c'est que Éloi, quand il venait, il me disait « Tu vas voir, Xavier, il va sortir sa lampe torche sur son téléphone et il va montrer le bloc en orientant la lampe. » Et effectivement, cet outil va jouer ce rôle-là et du coup va permettre à nos médiateurs d'enrichir les visites guidées sur ce bloc. En ligne, par rapport aux scientifiques, ça va être extrêmement intéressant parce que les spécialistes de l'architecture navale antique, les spécialistes de l'épigraphie, les spécialistes des animaux, des représentations humaines vont pouvoir travailler jusqu'à 3-4 heures du matin s'ils le souhaitent sur ce bloc de chez eux. Donc nous, ça va aussi faciliter et protéger le bloc d'éventuelles manipulations. C'est un bloc qui pèse quand même presque 1 tonne, hein, l'ensemble, donc c'est pas quelque chose qu'on peut manipuler comme ça. Et puis, ça va nous permettre aussi de valoriser ce bloc dans le cadre d'une exposition, notamment dès 2024, une grosse exposition sur le périple, sur l'aventure des phocéens en Méditerranée, avec notamment la question des différentes fondations de Marseille, parce qu'il y en a eu 2, une première en 600 et une autre vers 540. Et ce bloc viendra rentrer, on l'espère, vraiment illustrer le propos de ces fondations. Il vous reste 1 minute. D'accord. Alors, du coup, sur l'outil de médiation, qui est finalement l'application auprès des publics, d'ici 1 mois, j'espère qu'on aura fini l'outil d'accompagnement, donc qui sera une plateforme web de narration interactive pour montrer et donner la main au public pour faire varier la lumière et voir les résultats des observations de Xavier. Donc, cet outil de médiation se présentera de la façon suivante. Il y aura des points d'intérêt sur lesquels on va cliquer et qui vont nous amener sur les relevés
Et finalement, on pourra aussi donner la main à l'utilisateur pour que lui aussi explore le bloc. Et finalement, on espère qu'on va recevoir des retours. Alors, il y a un outil d'évaluation. En fait, on va surtout faire une étude des usages parce qu'on est sur des prototypes. Et j'espère qu'on va avoir un processus de retour et d'amélioration au fur et à mesure de cet outil de médiation. Pour faire un bilan rapide, sur les 30 secondes qui me restent, je pense, cette expérience permet une protection du patrimoine parce qu'aujourd'hui, on a une sauvegarde numérique de très très haute définition et qui permet d'avoir une expérience même supérieure à ce qu'on a en étant face au bloc, sauf si on sort le téléphone de sa poche pour avec le flash éclairer et montrer ce qu'on veut. Et encore, c'est une expérience augmentée. Comme je le disais, on a plus d'informations. On est sur une solution innovante avec des logiciels open source, avec des processus d'acquisition et de traitement reproductibles. Et enfin, j'espère que ce soit une solution pérenne qui va accompagner le musée pour l'exposition 2024 de la Fondation de Marseille, parce que là, on est vraiment sur finalement une des traces de la Fondation de Marseille. J'entends que ça sonne. Et j'espère pour d'autres blogs. C'était la slide bonus au cas où on avait le temps. Merci, bravo. Trois minutes de questions-réponses, des questions de la part de nos deux membres du jury. Avant que Pascal démarre, parce que je sais qu'il démarre vite après, le RTI, c'est une technologie intéressante parce que ça permet une analyse non destructive des objets. Quels sont les autres domaines dans lesquels elle pourrait être mise à contribution? Est-ce qu'on peut faire des analyses de tableaux, par exemple, avec des couches de peinture? Est-ce que c'est possible? Alors, ça permet seulement de voir le visible. Donc, on va pas les voir en dessous de la couche picturale. Par contre, on peut venir mettre en exergue les coups de pinceau, c'est-à-dire qu'on va voir le moindre poil du pinceau qui sera imprimé dans la matière. Donc oui, sur les tableaux, c'est très intéressant. C'est aussi extrêmement intéressant sur tout ce qui est monnaie et médaille, épigraphie, bien sûr, tout ce qui est relevé de texte en épigraphie. Souvent, c'est très difficile lorsque la pierre est épeauffrée ou usée. Il y a aussi... finalement, c'est une technologie qui peut avoir aussi des applications dans la police scientifique. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire lorsqu'on imagine un besoin de lumière très rasante. Si je peux me permettre pour rajouter un élément, on a par exemple conservé dans les fouilles archéologiques à Marseille des tablettes en bois de l'époque romaine, des tablettes qui servaient au moment du débarquement des bateaux à noter ce qui était déchargé. Et ces tablettes, elles contenaient une couche de cire. Et on inscrivait sur cette couche de cire avec un stylet ces éléments. La couche de cire a disparu, mais on s'est rendu compte avec le RTI que le stylet avait laissé quand même des traces dans le bois. Et c'est une expérience qu'on va essayer de réitérer ici, qui a déjà été menée à Londres avec un nombre incalculable de tablettes retrouvées dans la Tamise, et où ils ont retrouvé, par exemple, la plus ancienne mention du nom de Londres. Donc, nous, on a une trentaine de tablettes comme ça, par exemple, au musée d'histoire. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être... c'est un nouvel outil de lecture sur les objets. Une deuxième question, il reste 1 minute 15. Non, mais moi, je voudrais poser une question quand même. Si je ne parle pas, je suis absolument... Un commentaire alors. Je suis morbide. Oui, c'est un palimpseste. Qu'est-ce qui explique que cette pierre ait été à un moment donné un palimpseste? Et est-ce que vous pouvez déterminer les dates de chacun des graffitis? Alors, à un moment, vous avez peut-être vu, on représente un bateau et puis à côté, il y a une petite vignette avec oui. un vase et avec un bateau qui est représenté sur ce vase. Et les bateaux qui sont représentés sur le bloc de l'Alcazar sont très très proches de bateaux qui sont représentés sur des vases qui datent de la fin du VIe siècle. Celui qu'on a vu, par exemple, il datait de 510 avant notre ère. Donc... Mais ma première question à laquelle vous n'avez pas répondu, parce que j'ai fait une facile pour que la difficile soit derrière, c'est quelle est la raison pour laquelle il y a une telle accumulation sur cette pierre? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore. La publication de la fouille est en cours par Marc Bouiron, directeur à l'INRAP, qui va publier là-dessus. Donc, on espère qu'il va nous apporter des réponses avec tout le contexte stratigraphique. Parce que ça expliquerait la conservation de cette pierre. Il y a des hasards, il y a comme ça des graffitis. Moi, j'ai beaucoup étudié, évidemment, dans les villes. Quand on fait l'histoire des villes, on étudie les graffitis, ce qui a été mon cas. Et effectivement, il y a des lieux qui deviennent comme des lieux sacrés où le principe des graffitis, le principe des tags, de tout ce que nous connaissons, c'est l'accumulation en épaisseur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils sont ineffaçables en quelque sorte. Donc, il y a un moment donné où ça devient un lieu sacré d'inscription.
C'est de cet ordre-là, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire que nous sommes véritablement... Alors vous avez dit quand même, pour moi qui suis helléniste, les phocéens grecs, c'est un mot qu'il faudrait un tout petit peu corriger, c'est une immense erreur historique. Bon, je me permets de dire ça comme ça, parce qu'ils ne sont pas grecs. Ils sont de la Grande Grèce, et ils ne sont pas grecs. Voilà, ils sont quand même des orientaux. Merci. Pardon, Merci beaucoup. Merci, excusez-moi. On vous applaudit. Et de fausser. Je voulais juste rajouter, s'il y en a qui veulent vivre l'expérience numérique, contactez-moi par mail, je vous rajouterai au bêta-testeur de la... Ça, normalement, c'est dans les 12 minutes. Donc, on va partir de Fossé pour aller à Alésia, de la cité romaine à la cité gauloise. Est-ce que l'équipe d'Alésia plongée en terre gauloise est avec nous? Alors ça... Oui, Alésia. Alésia, déjà qu'on hésite beaucoup sur Alésia, alors si Alésia vient à manquer, on va passer à une autre ville qui prétend... Parce qu'il y a Frédéric Gentil qui doit être en visio. Ben oui, mais dépêchez-vous alors, s'il vous plaît. On va faire passer quelqu'un d'autre avant. On va démarrer avec, pour le coup, Terre de Géant, avec effectivement Corinne Bringer, conseillère départementale déléguée à la culture et au patrimoine. Terre de Géant. Le département de la Haute-Loire qui est partenaire du prix Geste d'Or, mais qui, pour des raisons évidentes d'objectivité, ne peut pas être jugé parti. Et voilà, Corinne va nous présenter en 12 minutes l'initiative Terre de Géant. Et David, il faudra inverser au niveau des votes les numéros. Merci beaucoup. C'est parti. Non, normalement, celui que vous venez de prendre est bon. Juste après, en fait, parce qu'on a inversé l'ordre puisque vous n'étiez pas avec nous. Voilà. Ben, si, en fait, c'est dans le programme. Mais c'est pas grave, installez-vous. Installez-vous devant. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que c'est comme ça. Donc, bonjour à tous. Corinne Bringer, présidente de la SEM Cap Tourisme 43, qui gère 2 sites, le Rocher Saint-Michel d'Aiguille, que nous avons juste derrière nous, et la chapelle numérique Saint-Alexis, 2 sites que vous pourrez visiter tout à l'heure normalement. Alors, pour vous donner quelques grandes lignes du projet, donc qu'est-ce que la chapelle numérique Saint-Alexis? C'est d'abord une chapelle. C'est une chapelle du XVIIIe siècle qui est inscrite au monument historique, qui est en fait la chapelle de l'ancien hôpital général de la ville. Hôpital général dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, puisque le département a installé ses services dans ce bâtiment en 2001. Donc c'était l'ancienne chapelle de cet hôpital général. Cette chapelle a été rachetée par le département en 2013 à la ville du Puy et elle était déjà désacralisée depuis 1995. Alors pour vous donner quelques dates du projet, les grandes lignes, en 2015-2016, le département, son président et les élus se sont posé la question « Qu'est-ce que nous allons faire de cette chapelle numérique ?» Donc il y a eu un brainstorming qui s'est engagé entre les élus du département. Et puis on a fait des rencontres, on a fait des visites, on a fait des études. Et on a rencontré notamment Dominique Humel, qui est l'ancien président du Futuroscope de Poitiers et qui a été vraiment d'une aide extrêmement précieuse tout au long de ce projet jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a établi un cahier des charges et en 2017, on a lancé un concours où 14 entreprises ont répondu. Et parmi ces 14 entreprises, on a retenu les 4 meilleurs projets. Et finalement, on a retenu le duo Zuo Architecte et la prod des Dans le Pré de La Rochelle, qui nous ont proposé ce projet. Ensuite, il y a eu une période de fouilles en 2019 dans les sous-sols de la chapelle. Et là, nous avons retrouvé des ossements humains, des ossements de 32 individus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons retrouvé 19 fémurs droits. Alors, je ne sais pas pourquoi, et je pense que ça restera le mystère de la chapelle Saint-Alexis. Mais voilà, pour la petite histoire, je voulais vous le dire. Je ne sais pas. Donc, ça retardait un petit peu le chantier, et les travaux ont réellement commencé en 2020, et à nouveau, arrêt dans le chantier, puisque mars 2020, confinement général, les entreprises s'arrêtent. Donc,
on est à nouveau à l'arrêt et juin 2020, le chantier recommence et un an après, juin 2021, le chantier se termine et la chapelle s'ouvre au public le 19 juillet. Alors, peut-être je vais vous mettre un petit film, comme ça vous allez comprendre tout de suite plus précisément ce qu'est le projet. Le pavillon numérique de la Haute-Loire, c'est d'abord une chapelle. Aujourd'hui, on peut lui donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va proposer à des familles de vivre une expérience. C'est d'abord la chapelle Saint-Alexis que le département a acheté il y a quelques années. Et il a bien évidemment été obligé de constituer un programme. Et ce programme, il devait correspondre à certains objectifs que le département poursuivait. À l'époque, et c'est toujours vrai, c'était d'abord la rénovation du patrimoine. Il fallait rénover ce patrimoine puisqu'il était inscrit au titre des monuments historiques. Deuxième élément, c'est qu'il fallait, dans cet endroit, à quelque part un peu magique, situé dans la haute ville du Puy, dans l'enceinte du conseil départemental, l'endroit idéal pour montrer toutes les richesses du département, pour donner envie à tous les visiteurs qui viennent dans le département, eh bien, d'essaimer sur tout le reste du territoire. Et le troisième objectif, qui est commun aux deux premiers, c'est qu'il fallait utiliser ce que le département a voulu promouvoir, c'est l'aspect développement du numérique. On voulait faire quelque chose de très interactif, très contemporain, avec beaucoup de nouveautés et d'innovations. Et c'est dans cette chapelle numérique qu'on a voulu construire ce projet. J'ai eu la chance d'écouter, d'entendre, de consulter un certain nombre de personnes, notamment Dominique Hummel, qui est de Poitiers, qui m'a apporté quelques compléments d'informations. J'ai répondu à la sollicitation du président Marcon pour l'aider à réfléchir avec son équipe à ce que l'on pourrait faire d'original et d'impactant autour de cette chapelle Saint-Alexis. L'espace dans lequel on est, à savoir la chapelle, devient un acteur de cette expérience d'immersion où l'image est partout, où les objets bougent, où des effets spéciaux apparaissent sur la plateforme où vous êtes. On ne sera pas au sol. Ce n'est pas une expérience de musée, c'est une expérience de spectacle. On sera sur un balcon, en plein milieu du mur du fond, suspendu en quelque sorte dans l'air, et puis devant nous, des tas d'effets spéciaux qui vont faire donner une vie à ces images, donner une vie à ces histoires que l'on va raconter. Ces histoires, évidemment, c'est celle de la Haute-Loire, de tous ceux qui font qu'aujourd'hui, elle est intéressante, cette Haute-Loire, parce qu'elle a beaucoup de choses à raconter. De toute façon, lorsqu'on rentre dans un lieu qui est inscrit au monument historique, on sait qu'on va avoir des problèmes, parce qu'il y a des exigences, bien évidemment, de la conservation des monuments historiques, que nous ne comprenons pas toujours, nous les élus, parce qu'on a envie que ça aille vite et bien. Et quand on découvre quelque chose qu'il ne faut pas découvrir, en tout cas à nos yeux, bah, ça nous gêne. Et on peste quelquefois, ça c'est normal. Et là, j'ai beaucoup appris d'ailleurs au contact des monuments historiques sur l'intérêt qu'il y avait à conserver certains objets. C'est là que j'ai beaucoup appris que ce n'était pas un lieu anodin, et qu'il fallait lui rendre d'une grande noblesse. Alors ? Oui, évidemment, les amis, il faut un filtre de couleur pour que la carte se révèle. Mon ressenti de Terre de Géants, c'est finalement un très beau spectacle. C'est une très belle promenade, c'est une très belle balade à travers tout le département de la Haute-Loire. C'est instructif, c'est divertissant, je dirais même plus, c'est bluffant. À l'aune des dizaines de milliers, je crois, de
spectateurs qui ont d'ores et déjà visité cette très belle animation et ce très beau patrimoine que déjà le pari est réussi. Bravo les géants, et je leur souhaite naturellement bon vent. Pour aller très vite, donc le show, le spectacle Terre de géants, c'est un spectacle scénographique et numérique qui se décompose en 3 parties. Donc vous avez sur le schéma, on a une partie qu'on appelle le pré-show, qui est en fait un espace d'attente où le spectateur, le visiteur va se mettre, va se préparer à vivre l'expérience et va commencer à découvrir un des personnages virtuels importants dans le spectacle, qui est Alice, qui va être la guide des visiteurs tout au long de ce parcours. Ensuite, on a la deuxième partie, c'est le show. Donc là, on rentre véritablement dans la chapelle, on rentre dans le cœur de la chapelle, où là, les visiteurs, vous avez vu dans le film, donc là, c'était le pré-show. Voilà, vous avez les premières images. Là, on est dans le show. Donc là où vous voyez les bâtons, donc le visiteur rentre dans la chapelle muni de son bâton lumineux avec une coquille Saint-Jacques. Il est proche de l'autel et les murs et le plafond de la chapelle sont vidéoprojetés. Voilà. Et là, il va faire connaissance avec un deuxième personnage qui est le géant, qui s'appelle Alec. Géant qui détient les secrets de la Haute-Loire et qui a oublié le chemin pour retrouver la bibliothèque des secrets. Donc le visiteur est là pour l'aider à retrouver le chemin de cette bibliothèque des secrets et des trésors de la Haute-Loire. Donc il va ensuite être invité à monter dans un aéronef. Et là, il va découvrir vraiment, il va s'envoler dans cet aéronef et découvrir tous les paysages de la Haute-Loire, les trésors, toute cette histoire à la recherche de cette bibliothèque des secrets. Donc là, il y a des effets spéciaux. Tous les sens du visiteur sont en éveil. Et il y a en plus toute cette technologie de vidéo mapping sur les murs, sur le plafond. Alors c'est techniquement, paraît-il, assez compliqué puisque c'est projeté sur un cube. Et ça, c'est une technique un peu compliquée, cette projection au cube, pour qu'on arrive à voir comme si on était dans cet aéronef. Il y a plus d'une vingtaine de projecteurs dans la chapelle. Donc ça, c'est la partie show. Donc vous en voyez quelques images. 5 secondes. Et puis donc, on termine par la bibliothèque des secrets, où là, le visiteur va devenir acteur. Il va pouvoir expérimenter à travers différentes technologies des jeux, des quiz sur le patrimoine, sur les festivals, sur la gastronomie, donc avec des écrans interactifs, avec un écran immersif incurvé à 180 où là, il y aura des vidéos. Et puis, pour finir, ça c'est très important, son parcours, il va le finir vers des bornes interactives où là, le visiteur va pouvoir faire son panier et son programme de visite. Il va choisir ses centres d'intérêt, si c'est une famille avec des enfants, s'il pleut, s'il aime le patrimoine, s'il aime les sports de pleine nature. Il va faire son panier, il va s'envoyer cette sélection sur son email, sur son smartphone, qui va garder et après partir à la découverte des territoires. Merci beaucoup. C'est court. Hein. On vous applaudit. À 12 minutes, c'est 12 minutes. Et 3 minutes de questions de la part de nos deux jurys. C'est parti, à vous deux. Une question rapide. En fait, vous parlez de technologies matures. Donc, je pense que c'est quand même des technologies qui ont été éprouvées. Mais est-ce que vous avez prévu l'exploitation, la maintenance de ce site? Parce que c'est sûr que s'il tombe en panne, derrière, il faut qu'il soit assez rapidement remis sur pied. Oui, bien sûr. On a tout prévu en termes de maintenance et de l'exploitation. On a eu d'ailleurs une petite panne cet été, donc on a vu grandeur nature qu'il fallait une réactivité extrême pour pouvoir réagir et ne pas fermer le site et ne pas supprimer de séance. Donc oui, on a toute cette maintenance technologique qui va avec, bien sûr. 2 questions, toujours perverses de ma part. Premièrement, est-ce que vous profitez de cette expérience pour initier les visiteurs finalement au secret des arts numériques et des outils numériques? Et deuxièmement, est-ce qu'à la fin des visites ou des expériences,
il y a pas un livre d'or, mais un recueil de réflexions permettant de voir à quel niveau d'apprentissage ou de plaisir, enfin tout à la fois, cette expérience a conduit le visiteur. Alors oui, on a un recueil de témoignages et puis bon, on a ouvert le 19 juillet, donc on a déjà quelques retours d'expérience et j'avais prévu une petite vidéo justement, mais le temps a manqué, où on avait des témoignages de visiteurs donc à la sortie du show. Donc on a le livre d'or, on a ces témoignages en direct et puis on a aussi les réseaux sociaux où on a de nombreux témoignages très positifs et notamment sur Google My Business, on a eu une note de 4,8 qui est apparemment une note assez exceptionnelle. Et l'initiation aux technologies, comment est-ce que vous essayez de... Parce que finalement, comme on entre, on l'a dit que tout au long de ces 2 jours, on entre dans une société qui découvre de modes d'expression, de regard, etc. Donc c'est intéressant d'en profiter pour que ça soit pas seulement un spectacle, mais j'y tiens beaucoup, une pédagogie. Est-ce qu'il y a toute une part pédagogique ou pas? Alors c'est sur la 3e partie, sur le post-show, où là il y a une part pédagogie, où là, ce que je disais, le visiteur est vraiment acteur, donc il a à sa disposition différents outils, différentes techniques numériques, qui peut tester, qui peut expérimenter. Et l'objectif de ce post-show, c'est qu'en fait, il va être évolutif tout le temps. Ça va être pour nous assez facile de le faire évoluer si on le souhaite chaque année. Parce qu'on pourra très facilement changer les jeux, changer les thématiques. Donc l'objectif, c'est vraiment que chaque année, il y ait des nouveautés et que le visiteur puisse les découvrir. Et quand vous dites nous c'est qui? Il y a un service spécial au département ou les... Alors non, le site est géré par une société d'économie mixte qui est donc la SEM Cap Tourisme 43. C'est cette société qui exploite le site et qui en assure. Qui a donc une concession, oui, je comprends, et qui est chargée de faire évoluer. Ça fait partie de ses missions. Bien sûr. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit à nouveau. Allez-y, Stéphanie Fossé, je vous laisse distribuer effectivement vos tablettes à nos 2 membres du jury. Ça ne sera pas décompté de votre temps de parole. Je demande en régie si Frédéric Gentil est bien en visio. Est-ce qu'elle est connectée? Voilà. Voilà, je crois qu'il y a donc une présentation qui est en régie. Vous avez... il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Bonjour Madame Gentil, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes où? Je suis à Dijon. À Dijon. Bonjour voilà. À nos amis de la Côte d'Or alors. Voilà, merci. Vous avez la zapette vous. pour faire circuler vos slides. Voilà, c'est le bouton central le plus gros. Je vais... Merci, bonjour à tous. Attendez, il y a un truc. Il me dit que non, donc vaut mieux qu'on les passe depuis la régie? Il y a des caractères qui ne passeront pas, mais bon. Ça. Allez, on va dire 3, 2, 1, on est parti, on prend son risque. Très bien. Bonjour à tous, je me présente déjà, je suis Stéphanie Fossé, je suis responsable accueil et développement au sein de la structure, la SPL Muséoparc Alésia, qui est en charge de la gestion du site d'Alésia pour le compte du département de la Côte d'Or, représenté donc par Frédéric Gentil. Bonjour. Donc, voilà, je vais vous présenter déjà le contexte avant d'arriver à notre outil numérique, parce que c'est très important en effet de comprendre ce qui s'est passé à Alésia pour avoir besoin de ce type d'outil. Donc Alésia, c'est un site historique emblématique de l'histoire de France, avec 2 sites de visite, le musée d'Alésia, nouvellement inauguré en 2012, avec un nouveau parcours de visite qui a été fait cette année, et un 2e site, le site des vestiges de la ville gallo-romaine, qui va plutôt nous occuper aujourd'hui. Ce site-là
Ça marche? Très bien, merci. Ce site-là, donc, où on pourra découvrir les 4 saisons d'Alésia, mais ça, je vais vous en parler de suite après, une fois que j'aurai fait ce point historique. Et puis, nous avons évidemment un 3e site. On a une statue, nous aussi, hein, sur une colline qui est très connue. On accueille jusqu'à 80 000 visiteurs sur ce site. Donc, la problématique sur le site d'Alésia, c'est que si vous allez voir le site d'Alésia, vous ne verrez aucun vestige de la bataille d'Alésia. Et vous verrez des vestiges très arasés de la ville gallo-romaine, donc qui s'est construite après le passage de Vercingétorix et César. Donc c'était une vraie problématique pour le conseil départemental de mettre en valeur ce site et de pouvoir transmettre du contenu à ses visiteurs. On a le propriétaire, donc le conseil départemental, l'aménageur, a créé un bâtiment inauguré donc en 2012 avec un parcours scénographique, muséographique, immersif, interactif et ludique, où en effet on va expliquer l'histoire du site avec, oui, on retrouvera sur place tous les objets de collection. Voilà, ça c'est pour la première partie. Le 2e site qui est distant de 3 km, c'est un site donc archéologique très arasé, très peu lisible en fait, à la différence d'autres sites archéologiques que vous pourrez peut-être voir, voilà, dans le sud de la France notamment. Et le challenge, c'était d'arriver à rendre lisible et compréhensible ce site. Et en le rendant lisible, bien évidemment, d'aider à la préservation du site. Donc la mission, elle est évidemment double. La conservation et la sauvegarde, la valorisation dans un second temps, et la transmission. Voilà pour le site des vestiges. Donc, le propos qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir cette tablette avec cette appli, les 4 saisons d'Alésia, elle est venue en 2 temps. La phase 1 a été menée par le conseil départemental, une phase en 2018 de photogrammétrie et de modélisation, qui a servi de support à la phase 2, mise en place par l'exploitant, à savoir la SPL Muséoparc Alésia, pour la création donc de cette appli, les 4 saisons d'Alésia, et d'un autre support qu'on a aussi sur la même tablette, qui est un mode aventure. En fait, on a le mode historique ou le mode aventure, qui est un escape game, voilà, à destination, et je vous en parlerai après, de nos publics. Pourquoi ce type de support? Je pense qu'on en est tous là sur les sites patrimoniaux, parce que justement on a du mal à rendre lisibles certains patrimoines, mais au-delà de ça, de savoir intéresser donc nos publics. Nous, on a un public familial qui vient sur place, donc on a 63% de nos publics qui viennent en famille et qui ont envie de vivre une expérience en famille, pas les enfants déconnectés des parents. Donc le challenge, il était aussi là. Il n'est pas uniquement dans la restitution, on va dire, du patrimoine architectural, il est également dans le fait de vivre une expérience à travers cet outil numérique. Donc, j'ai pas cette tablette pour tout le monde, j'en suis désolée. Donc sur nos tablettes, on arrive sur un mode, déjà on choisit ses langues, on choisit sa langue, on a plusieurs langues, on a même le LSF, parce que pour information, on est tourisme et handicap et on a un prix patrimoine pour tous. Donc c'était particulièrement important pour nous que tous nos outils de médiation, y compris voilà, cet outil-là, soient accessibles à nos publics en situation de handicap, qui sont assez nombreux au Muséoparc Alésia. Donc ce support-là, on a 2 entrées. Une entrée, les 4 saisons d'Alésia, qui est une entrée une entrée historique, où on va donc remettre dans son contexte le bâtiment et on va le remettre en vie. On a décidé de le remettre en vie avec des personnages tels que vous le voyez ici, et vous avez donc la possibilité de voir en 360. À chaque fois, sur chaque bâtiment, il y a 7 stations. Donc, sur chaque bâtiment, vous avez la possibilité de voir en 360 et de faire un jeu en famille. En famille, ou si vous êtes juste entre adultes, vous pouvez le faire aussi en adulte. Voilà. Donc, c'est les 2 possibilités. Le but étant, comme vous le voyez sur la première photo, d'arriver à se repérer dans son environnement. Donc d'arriver à trouver et de matcher les points qu'on va vous cibler. Et à partir de là, le 360 va se remettre en place avec une proposition de restitution.
avec cette proposition-là, on peut aussi, on a une possibilité de cliquer sur certains personnages qui vont nous raconter aussi leur histoire, parce que c'était important pour nous de transmettre non seulement l'aspect architectural du site, mais bien évidemment la vie à l'époque. Et c'est là où le thème de 4 saisons intervient, parce que cette vie-là, on l'a fait vivre tout au long de l'année. On a un mode hiver, un mode printemps, un mode été, un mode automne. Voilà, donc cette vie, elle évolue, et elle incite aussi à revenir sur place au fur et à mesure du déroulement des saisons, et on a un public qui revient avec aussi souvent de la famille ou des amis. Ça permet de découvrir le site autrement et de ne pas refaire la même chose, donc de proposer une autre expérience. Voilà, donc l'importance avec cet outil-là aussi, c'était de faire le lien avec le site, donc le site du musée, où vous retrouvez sur place les collections dans le musée, donc à 3 km, les collections qui ont été retrouvées sur le site des Vestiges. Donc vraiment d'avoir cette cohérence entre les deux sites. 4 minutes. 4 minutes, d'accord. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, vous l'avez en version LSF. Pour les versions qui sont en français, en espagnol et anglais, néerlandais, allemand, vous avez aussi du sous-titrage pour les personnes qui ont du mal à lire. Voilà. Et on a un mode aussi, c'est important de le souligner, un mode où on peut désactiver le GPS. Parce que justement, pour nos publics qui sont en mobilité réduite, c'est très important de pouvoir leur donner accès au contenu de la même manière. Et on sait très bien que c'est très difficile d'arpenter un site archéologique. Donc, on a mis en place aussi cette option-là. De sorte que, en fait, cette gamification, elle puisse donner du contenu, permettre de vivre quelque chose avec la famille, de rappeler des souvenirs aussi. On a des petits challenges, des petits jeux. Donc là, il y a soit 360, soit les jeux. Les jeux donc sont à faire aussi en famille. Il y a des manipulations et ça renvoie aussi aux objets qu'on retrouve dans le musée. Voilà. Donc il y a vraiment une cohérence entre les deux sites. Le tout encadré par un conseil scientifique. Et on a choisi cet outil qui est quand même un outil très facile d'utilisation, que les familles peuvent utiliser, enfin que tout le monde peut utiliser, et facile d'utilisation pour ceux qui s'en servent au quotidien, à savoir l'équipe d'accueil. Ça, c'était particulièrement aussi important, que ce soit un outil simple à lancer, simple à mettre en place. Voilà, on a, après cette expérience-là, on a un observatoire des publics et on demande évidemment à nos publics de nous faire un retour sur leur expérience de visite, ce qui nous permet d'améliorer aussi ce qu'on leur propose par la suite. Voilà. Je n'aurai pas le temps, je pense, d'aborder l'escape game. L'escape game, juste pour vous parler très rapidement. Est-ce que Frédéric doit intervenir ? Oui. Alors du coup, moi, non, mais j'interviendrai peut-être sur les questions, sur les aspects, effectivement, conseil scientifique, la première partie photogrammétrie, puisque l'objectif, comme l'a dit Stéphanie, c'était donner corps et à voir aux visiteurs ce qui était invisible pour l'instant sur les vestiges, en attendant justement notre grand programme de valorisation et de restauration, et à quel point les archéologues nous ont aussi aidés pour redonner un sens scientifique à ces vestiges que le visiteur ne comprenait pas forcément, vu qu'ils étaient très arasés. Merci beaucoup Frédéric. Donc, je vous en prie. Stéphanie, il vous reste 1 minute 30, allez-y. Très bien, alors donc je vais vite présenter rapidement l'escape game. Donc là, vous avez toujours des vues des jeux qui sont proposés, des éléments en élévation pour se repérer sur le site. Et donc le deuxième produit, l'aventure, on va dire le produit aventure, qui est plus destiné à un public qu'on a tous du mal à accrocher, les grands ados ou les jeunes adultes. Et donc, on a décidé de créer une histoire complètement fictive en se basant quand même sur le décor d'Alésia. Donc, c'est un escape game de 90 minutes autour d'une histoire d'amour qui se finit mal. Mais je vous inviterai à voir sur place si vous êtes intéressés pour le découvrir. Et là, on a vraiment un public très différent à partir de 14 ans. Voilà, ça nous permet aussi de les sensibiliser à un patrimoine qu'ils ne seraient pas venus voir forcément si on n'avait pas eu cet outil-là.
d'escape game qu'on a nommé donc Furie d'Alésia, pour le côté fureur, le côté hystérique féminin, forcément, le côté les furies romaines, les divinités romaines. Voilà, et ça a un côté, en effet, qu'on a appelé punk antique, pour pouvoir toucher ce public qu'on accueille et qu'on est ravi d'accueillir sur place. Très rapidement. Merci beaucoup. Alors c'est un exercice contraint, mais il est terriblement formateur. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous y plier, et merci donc à tous les nominés d'avoir accepté cette règle du jeu. 3 minutes pour nos membres du jury. C'est parti. Une petite question là, relative au comité scientifique. Là, vous êtes accompagné par des gens qui doivent valider tout ce que vous présentez. Là. Quelles sont les compétences et quels sont les membres de ce comité? Je laisse Frédéric répondre. Du coup, je vais peut-être, moi, pouvoir répondre. Effectivement, donc, dans ce conseil scientifique, nous avions le conservateur départemental donc, qui gère le site d'Alésia, et nous avons été accompagnés par des archéologues qui font partie de l'université de Bourgogne et qui sont donc des spécialistes puisqu'ils fouillent depuis très longtemps sur le site d'Alésia. Et l'objectif justement, c'est que cette application aide aussi la recherche, puisque nous finançons des fouilles tous les ans sur les vestiges. Et l'objectif, c'est de faire évoluer cette application au fur et à mesure que la connaissance que les fouilles vont nous permettre d'en connaître de plus en plus sur les vestiges et sur les bâtiments. Mais quoi qu'il en soit, ce conseil scientifique des archéologues, le conservateur départemental et des gens qui ont pu étudier et fouiller sur le site d'Alésia. Ouais, je vous pose une simple question. Quels sont vos rapports avec l'éducation nationale, les écoles? Enfin, il y a une collaboration? Alors sur cet outil-là, pas encore. On est en train de développer un autre escape game parce qu'en fait, cet outil-là fonctionne bien quand on est un petit noyau, on va dire, qu'on peut se mettre autour. On a fait tester l'outil aussi à des scolaires. On travaille avec des enseignants sur la question. Et cet outil-là nous a permis de développer un autre escape game en fait qui va être lancé l'année prochaine. Et peut-être, vous vivez sur place? Oui. Alors, comment ça vous a permis d'évoluer par rapport à votre sensibilité en relation avec le site? Est-ce que vous le voyez autrement, de le voir vivre avec des gens qui y jouent et qui y vivent autrement? Alors, moi, je ne suis pas originaire de là-bas. De toute façon, je suis lyonnaise. Et donc, j'ai été adoptée par Alésia. Il y a un vrai coup de cœur. Quand vous viendrez visiter ce site, il se passe quelque chose de très fort sur ce site, qui est, comme je le disais, peu lisible. Et en fait, on a des visiteurs qui, en effet, ont besoin d'un outil. Et là, on arrive à leur donner des clés de lecture qu'on ne pouvait pas leur donner auparavant. C'est vraiment l'outil un peu qui sauve ce site pour la compréhension du site. C'est-à-dire que toute la signalétique qui avait été mise en place jusque-là, elle était... Mais je vous parlais de votre sensibilité à vous. À moi? Alors ma sensibilité, elle est forcément touchée. Elle est d'autant plus touchée que j'ai des enfants et qu'on a utilisé l'outil ensemble. Et elle est touchée de voir ces publics qui en effet comprennent et sont heureux et qui apprennent. Voilà. Donc elle est forcément touchée. Le numérique arrive quand même à toucher en effet la sensibilité de chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit à nouveau. Merci. 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 Voilà, sans plus attendre, on va demander à l'équipe de Guebwiller de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau. L'équipe de Guebwiller, en fait, toute seule. Une équipe à elle toute seule. Bienvenue, merci d'être avec nous. Donc, pour présenter l'initiative Guebwiller, le territoire dans ma poche. Voilà, vous avez le micro, vous avez la zapette. Vous avez normalement tout l'équipement nécessaire. Voilà, donc bonjour à tous. C'est parti. Donc je représente le service Pays d'Art et d'Histoire de la région de Guebwiller. Et donc je vais me permettre de vous présenter rapidement
le territoire en tant que tel pour vous représenter les enjeux. Donc, on est un territoire de 19 communes, donc avec aussi bien des villages qui se trouvent en plaine que des villages qui se trouvent en montagne, une vallée principale et des vallées un petit peu secondaires, avec une ville-centre et ensuite des bourgs un petit peu répartis tout autour. On est situé entre Colmar et Mulhouse, mais on est dans une zone rurale, donc avec des enjeux spécifiques et un projet de territoire autour du patrimoine, puisque la communauté de communes de la région de Guebwiller est labellisée Pays d'arrêt d'histoire depuis 2004. Donc, à travers ce label Pays d'arrêt d'histoire, il y a un réel objectif de valoriser le patrimoine pour ensuite le protéger à travers ce qu'on peut appeler une sensibilisation pour protéger et conserver à travers la sensibilisation, puisque les gens se font ambassadeurs de leur patrimoine. Donc, on a un patrimoine varié, c'est implicite à la description de ce que je viens de vous faire par rapport au territoire de la région de Guebwiller, dans le sens où on a aussi bien du patrimoine roman que du patrimoine industriel, du patrimoine vigneron, mais aussi des parcs et jardins. Toujours est-il qu'on est vraiment sur quelque chose de spécifique, puisqu'on n'est pas sur un seul site, mais on est sur une multiplicité de sites aux thématiques variées. Alors, les besoins et objectifs. Le constat de départ, on l'a dit, on est sur un territoire rural avec des courts séjours. On n'est pas sur une grosse ville touristique alsacienne comme Colmar ou comme Strasbourg. On est sur un petit territoire rural et donc les gens n'y restent pas longtemps et ne peuvent donc pas programmer une visite hebdomadaire programmée par l'Office de tourisme. Donc, on avait une réelle volonté de donner quand même accès à l'information à ce public qui séjourne que quelques moments et où on n'a pas forcément un groupe de 25 personnes à chaque fois. On avait des objectifs qui étaient liés à ce label Pays d'arrêt d'histoire, puisqu'on a souhaité transmettre un contenu qualitatif. Ce label Pays d'arrêt d'histoire insiste beaucoup sur la qualité du propos qui est diffusé, et dans ce cadre-là, on a vraiment voulu aller dans cette optique-là en travaillant avec des historiens diplômés, avec des professionnels du patrimoine pour avoir cet objectif de qualité. On a aussi voulu une flexibilité dans le sens où, on l'a dit, c'est des courts séjours, donc les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps devant eux. Certains vont être passionnés du patrimoine industriel, d'autres au contraire vont aimer plus particulièrement l'art roman ou être tout simplement gourmands et avoir envie de découvrir le patrimoine vigneron, que ce soit au niveau des paysages mais aussi au niveau de l'architecture et du vignoble en tant que tel. Donc l'objectif, c'est que ce soit quelque chose à la carte. Les publics visés sont aussi bien les touristes que les habitants, en comprenant le jeune public. Alors les contraintes, on avait quand même des grosses contraintes, c'est qu'on a des zones blanches, donc ça ne facilite pas les choses. Donc il a fallu, avec le développeur de l'application, trouver des subterfuges pour malgré tout donner accès à l'information. Autre contrainte, c'est que nous sommes dans des périmètres monuments historiques et qu'on a une attention particulière à la préservation de la qualité paysagère. On ne peut pas inonder de panneaux partout lorsqu'on est sur un périmètre monument historique. Et on l'a déjà dit, une autre contrainte, c'était vraiment d'avoir une qualité de discours. Donc la conception de l'outil s'est faite par le service Pays d'arrêt d'histoire, avec une réalisation de l'application par une entreprise mulhousienne qui s'appelle Nartex. On a eu un processus de sélection des lieux patrimoniaux au départ par thématique, avec une approche transversale aux 19 communes. Il ne s'agissait pas de couvrir petit à petit les communes, mais d'avoir un quadrillage du territoire dans sa globalité. Et comme on l'a dit, on a vraiment souhaité travailler sur quelque chose de professionnel, avec vraiment des discours validés par des historiens, par des chercheurs de l'inventaire, etc., etc. Donc l'application en tant que telle, c'est le principe, c'est d'avoir des commentaires audio. On a comme ça plus de 150 pistes qui ont été développées.
avec 5 minutes en moyenne. Alors quand je dis 5 minutes, c'est pas 5 minutes de propos, c'est environ 1 minute 30 à 2 minutes de contenu en tant que tel, mais c'est aussi le temps de déplacement, c'est l'habillage sonore, c'est le temps de se plonger dans une émotion grâce à un travail aussi autour du son. On va en reparler. Donc c'est réparti sur les 19 communes. On a plusieurs langues qui sont balayées, puisqu'on est en plus sur une zone frontalière. Donc pour nous, c'était indispensable de travailler aussi bien sur le français que sur l'allemand, mais aussi sur d'autres langues, l'anglais, l'italien, etc., etc. On a 7 langues au total. On avait bien sûr des sites phares à couvrir avec une attention particulière, mais aussi le patrimoine méconnu, et c'est en ça où on est vraiment sur de la sensibilisation au patrimoine et à travers ça, sa protection. Donc l'outil est conçu par circuit thématique, donc on a aussi bien des circuits sur l'art baroque, des circuits sur le patrimoine industriel, etc. Et à l'intérieur de chaque circuit, vous allez retrouver les bâtiments et au sein des bâtiments, plus ou moins de pistes selon la quantité de contenu qu'on a à diffuser. On a aussi développé un outil de géolocalisation, puisque tout ce patrimoine réparti dans 19 communes et des fois un peu caché derrière les fonds de vallée, dans les vallons, etc., il fallait permettre au public de le trouver, et donc la géolocalisation était très très importante. Au niveau de l'outil, je vous l'ai dit tout à l'heure, le public cible, c'était aussi le public familial. Et du coup, on a développé des pistes avec des versions ludiques. En faisant appel non seulement à un rédactionnel spécifique qui tient compte du vocabulaire enfantin. Lorsqu'on travaille dans un pays d'art et d'histoire, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, c'est de savoir s'adresser au jeune public. Et parallèlement à ça, on a fait aussi appel à des marionnettistes au moment des phases d'enregistrement pour vraiment réussir à faire passer le message avec une tonalité particulière pour le public enfantin. On a aussi des rallyes adaptés, donc là c'est pour une autre tranche d'âge, on est plus sur le public adolescent, donc qui va avoir envie de jouer. Les autres expériences qu'on a écoutées tout à l'heure nous en parlaient déjà. On a accompagné ça d'iconographie ancienne, de plans anciens et aussi des illustrations qu'on a fait faire par des illustrateurs là aussi professionnels pour reconstituer certaines périodes de bâtiments qui ont beaucoup évolué. Donc, on est vraiment sur un contenu qui est destiné à appuyer le propos des pistes et aller toujours plus loin dans l'analyse pour ceux qui le souhaitent. On a volontairement basé tout ça sur l'audio et pas trop sur le côté visuel, puisque pour nous, l'essentiel, c'est malgré tout que les gens visitent et qu'ils se comptent à l'œuvre. Et quand on parle d'œuvre dans ce genre de situation, c'est surtout finalement l'architecture qu'ils sont en train de visiter ou les paysages qu'ils sont en train de regarder. Et donc, on voulait malgré tout maintenir ce lien et qu'on ne soit pas sur du tout numérique, mais que ce soit vraiment un outil au service de la valorisation du patrimoine. Donc cet outil, cette application, elle est aussi un tremplin puisqu'on a un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine à Guebwiller. Donc un centre d'interprétation en fait sert à donner les clés de lecture d'un territoire, de sa constitution. Et là aussi, on ne souhaite pas qu'une fois que les gens ont visité ce SIAP, ce centre d'interprétation, ils se disent c'est bon, je connais tout. Donc l'objectif, c'était que les gens aillent sur le territoire et découvrent les différentes facettes. Et donc ils sont invités à cocher au fur et à mesure de leur visite ce qu'ils ont envie de découvrir. Donc une maison vigneronne, une ancienne usine textile, etc., etc. Alors, on a fait des petites statistiques et on sait que 32% du public qui visite ce SIAP prolonge, grâce à cette application mobile, la visite du territoire en tant que tel. Alors, la conception de l'outil toujours... 2 minutes. Oui, c'est la possibilité d'ajouter des points et des circuits au fur et à mesure par l'équipe du Pays d'Art et d'Histoire. Alors quand je parle d'équipe, on est actuellement 3 personnes, 3,3 personnes, donc vous imaginez que ce n'est pas une grosse équipe du tout. À l'époque de la conception de l'application, nous étions 1,8. Donc c'est quelque chose où on a besoin d'une réactivité vraiment essentielle et donc une application pérenne. C'était un vrai effort de la part de la collectivité de se lancer dans une application de ce type-là et donc elle a été conçue en 2015. Elle fonctionne toujours et je tiens à souligner que ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est vraiment un outil qui continue jour après jour à servir le territoire. Avec
avec une adaptation possible lors d'événements ponctuels, les journées des métiers d'art, des expositions temporaires où on a besoin de diffuser du son. Par exemple, on a une exposition actuellement sur la vie culturelle au XIXe siècle et la composition musicale. C'était essentiel de pouvoir donner à entendre, et donc on utilise toujours et encore cette même application qui est notre outil au quotidien. Alors, on a fait appel à des artistes professionnels aussi bien pour la composition sonore, avec notamment un lien avec un centre culturel de rencontre, les Dominicains de Haute-Alsace, qui sont spécialisés dans les arts numériques, avec un centre audiovisuel. Et du coup, on a aussi fait appel à des acteurs professionnels pour l'enregistrement des pistes. Alors, j'avais des petits extraits à vous faire passer, mais je sens qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps, donc je vais appuyer 2 fois pour passer ça très vite. Si ça veut bien. Voilà. Donc, les retours, enseignements et potentiels. Donc, on a un public qui nous fait des retours très, très positifs. On est sur une moyenne d'utilisation de 12 jours de l'application avant suppression. Donc, on se rend compte qu'on est quand même sur une application qui sert essentiellement les gens qui sont en vacances, avec 200 utilisateurs réguliers. Alors, ceux-là, ils nous interrogent un petit peu, à vrai dire, mais il y a 200 personnes qui utilisent en permanence cette application mobile. Donc, on suppose que ce sont des habitants qui approfondissent leur connaissance du territoire, avec un public d'origine française, suisse, allemande, belge, néerlandaise et même chinoise. Par contre, c'est une application qui est très peu connue. On n'est pas bon en com du tout, et je l'avoue sans souci. Donc, on a une communication vraiment à perfectionner et avec des gros potentiels, puisqu'on peut ajouter des circuits, étendre la zone géographique, ajouter des langues étrangères supplémentaires. Donc, cette application mobile a encore de beaux jours devant elle. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, votre soutien aussi. J'aimerais bien que vous votiez un petit peu. Voilà. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et je vous laisse avec des chiffres clés pour vous donner un petit aperçu de cette application. Et hormis ces chiffres-là qui sont très statistiques, c'était surtout une magnifique aventure humaine avec le lien avec les artistes, etc., etc. On vous applaudit. Les questions de nos jurys, 3 minutes. Vous parlez d'applications pérennes, donc avec une réalisation qui s'est faite sur plusieurs années. Comment se fait la mise à jour des outils, vu l'évolution permanente et rapide dans ce domaine-là? C'est votre groupe? Vous avez une société qui le fait pour vous? Alors, on a une plateforme, on avait demandé dès le moment où on a fait appel aux prestataires de créer une plateforme administrateur sur laquelle nous, on puisse intervenir. Donc, quand on veut seulement rajouter une iconographie, modifier un texte, rajouter un point, un circuit même, une piste audio, ça, on est libre de le faire comme on veut à n'importe quel moment avec des mises à jour régulières. Par contre, quand on a des fonctionnalités supplémentaires, par exemple, quand on a rajouté le rallye, bien sûr, ça, c'était le prestataire qui a dû le rajouter. Très simple, et en fait, vous y avez quasiment répondu. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ce travail-là? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Ça a été un levier qui nous a permis de faire découvrir beaucoup plus facilement un certain nombre de choses, et c'est un outil de plus pour le service Pays d'Art et d'Histoire. On s'appuie régulièrement dessus. Je vous l'ai dit, on a une exposition temporaire, on souhaite pouvoir diffuser. Je sais, mais à chaque fois, tout le monde me répond d'une manière collective. Je vous interroge de manière personnelle. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, à vous? Alors, moi, clairement, la rencontre avec les artistes, avec les historiens, avec les chercheurs, c'est à chaque fois des magnifiques rencontres où on aborde d'autres mondes. Le monde technique, moi je suis historienne, moi rencontrer le prestataire Nartext qui me dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, j'ai découvert de nouvelles choses. Pour une historienne, c'était un monde complètement inconnu. Vous êtes de là, vous êtes de la région? Non, pas du tout, je suis d'Alsace. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Et vous êtes devenue vosgienne? Alors, Guebwiller est en Alsace. Oui. Mais effectivement, c'est une vallée qui est au pied des Vosges. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes juste mitoyen. Oui. Hein, c'est ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, on vous applaudit encore. Brioude, la visite augmentée d'une commune de 7000 habitants. Où est l'équipe de Brioude? Allons-y, installez-vous. Je mets le chrono. Vous avez la zapette. Voilà, vous prenez les commandes. Je vais faire un 3, 2, 1 et puis à 0, vous partez. 3, 2, 1. 0.
C'est parti. Bonjour, donc je me présente, je suis Brigitte Souchon, vice-présidente en charge du tourisme à la communauté de communes de Brioude Sud-Auvergne. Je suis accompagnée donc de Sébastien Château, qui est directeur de l'Office du tourisme de Brioude Sud-Auvergne et directeur adjoint à la CCBSA. Donc moi je vais faire un petit préambule avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter rapidement donc notre territoire. Donc il s'agit d'une communauté de communes qui regroupe 27 communes, qui est issu donc de la fusion de 2 communautés de communes, le Brivadois et le Pays de Blel, donc qui a eu lieu en 2017, et ensuite 3 communes nous ont rejoints par la suite. On est un territoire riche en patrimoine, puisqu'on a 2 plus beaux villages de France, donc Lavaudieu et Blel, et un plus beau des Tours de France, Brioude, qui est également donc classé 3 étoiles au guide Michelin pour sa basilique, la basilique Saint-Julien. Et puis on a également donc plusieurs communes tout aussi pittoresques les unes que les autres, les Hautoins, La Motte, Saint-Ilpize, Vieille-Brioude. Donc nous sommes partis d'un constat, c'est que notre territoire est un petit territoire, pas très visible, entouré de grands sites naturels et patrimoniaux beaucoup plus emblématiques, beaucoup plus importants. Dans la Haute-Loire, le Puy, dans le Puy-de-Dôme et le Cantal, les volcans d'Auvergne. Et puis on est également, donc on était un territoire de transit pour des visiteurs donc de passage qui avaient un temps de séjour qui dépassait guère 2 jours. Donc, de ce constat est née une volonté politique, celle de mettre en valeur notre territoire, de le rendre plus attractif, plus lisible, plus visible également, et de créer donc sur notre communauté de communes de l'itinérance. Donc, pour cela, on a mandaté un bureau, un bureau d'études pour réaliser donc une étude de mise en tourisme du patrimoine culturel du Brivadois. Donc, c'est le bureau d'études, les maîtres du rêve qui ont été retenus. Donc, ils nous ont proposé plusieurs pistes d'action, dont la présentation numérique de notre territoire, qui nous a interpellés et que l'on a retenu. Et donc, du coup, on s'est mis autour de la table à réfléchir autour à nos besoins, à nos désirs, à nos envies, pour réaliser un cahier des charges et ensuite retenir une entreprise pour nous accompagner dans cette démarche. Et là, je laisse la parole à Sébastien qui va vous rentrer dans le vif du sujet. Merci. En fait, le cahier des charges a été un moment important puisqu'il a permis justement de définir notre besoin et ensuite de consulter les entreprises. Alors comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, un cahier des charges pour une collectivité, c'est un appel d'offres. Donc c'est aussi toute une partie très rigoureuse, très réglementée, mais on a aussi la possibilité en fait à l'intérieur de mettre tous nos souhaits. Et donc, à partir du moment où notre cahier des charges a été rédigé, nous avons consulté et plus d'une dizaine d'entreprises spécialisées, dont certaines, enfin, elles sont peut-être pas ici, mais en tout cas à l'entrée du site, ont répondu. C'était assez difficile d'ailleurs de faire le choix. Alors certaines répondaient pas aux critères administratifs. Alors c'est vrai que c'est parfois rageant pour eux, mais bon, ça fait partie du jeu. Par contre, on avait au moins 5 ou 6 sociétés qui étaient vraiment au coude à coude au moment du choix. Et finalement, les élus ont souhaité retenir une entreprise parisienne qui est AGP, Art Graphique et Patrimoine, qui avait une expérience forte dans ce domaine et notamment pour la reconstitution historique de monuments, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Les enjeux et les objectifs étaient de susciter, donner l'envie, pardon, j'oublie de zapper. Susciter, donner l'envie au public de visiter les sites du territoire, puisqu'en fait, notre mission était en fait d'avoir à la fois des sites particuliers, on les verra après, et puis aussi de présenter l'ensemble des 27 communes de la communauté de communes à travers leur patrimoine local. Mission pas toujours évidente, puisque certaines communes ne sont pas forcément des communes très touristiques, mais malgré tout, elles ont toutes un cachet, que ce soit patrimoine culturel, que ce soit du patrimoine local. Et donc, ça nous a permis de mettre en avant, finalement, déjà de mieux connaître notre territoire, et puis de mettre en avant justement toutes ces qualités architecturales et patrimoniales de nos différentes communes. Et parfois, on avait l'impression que certaines communes étaient des petites communes, soit dortoirs, sans vraiment beaucoup de patrimoine, et ça nous a permis, à travers des reportages photos, notamment en 360 degrés, de se rendre compte qu'il y avait d'autres qualités sur ces communes-là.
Donc l'objectif était de développer des outils multi-supports, que ce soit des tablettes, des smartphones, des applications sur smartphone, pardon, tables tactiles et casques de réalité virtuelle. Donc une application pour 3 sites emblématiques. Donc c'est là où en fait vous allez voir, on a travaillé sur nos 3 pépites. Les 3 pépites sont Brioude, Blaye et Lavaudieu. Donc Brigitte les a présentées tout à l'heure. Donc ce sont vraiment des communes qui ont du patrimoine très très important, qui ont beaucoup œuvré pour pouvoir être classées parmi les plus beaux villages de France. Ou être parmi les plus beaux détours. Et il y a donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer le contenu de l'ensemble de ces sites-là à travers des applications, soit que vous pouviez télécharger sur smartphone, soit que vous pouvez découvrir à travers les tablettes tactiles qui sont prêtées à l'Office de tourisme de Brioude et au point d'information du territoire. Ces parcours, en fait, sont des parcours à la fois pour les adultes, mais il y a aussi des parcours pour enfants, puisque l'idée, c'était vraiment de travailler sur le public famille, comme notre consoeur tout à l'heure, et donc d'essayer de faire découvrir de manière complètement ludique ces 3 communes-là. Donc, vous allez voir, par exemple, donc, sur la commune de Blaye, qui est donc un des 2 territoires parmi les plus beaux villages de France. Donc vous avez le petit dauphin. Alors normalement on aurait préféré un saumon puisque Brioude est connu plus pour son saumon, mais la société ne nous a pas forcément suivi là-dessus, puisque le dauphin parle plus aux enfants. Et donc l'autre petit dauphin fait découvrir en fait tout au long de la visite le patrimoine, et à travers des petits jeux, en fait, vous pouvez valider chacune des étapes, et à la fin vous avez une petite surprise que vous pourrez découvrir à la fin. Et donc ensuite on a eu, c'est là où on parle de technologie. Alors ne me posez pas trop de questions sur la technologie parce que c'est pas nous, c'est bien la société AGP qui a travaillé là-dessus, mais c'est vraiment la reconstitution historique de certains monuments. Donc là à Blaye par exemple, vous avez la tour des Mercœurs. Donc cette tour-là, vous voyez, il y a une partie qui a été détruite, donc la partie qui est sur votre gauche, et bien elle a été reconstituée par des modélisations 3D. Et grâce à un travail historique très très important qui a été fait, notamment en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire. Même chose sur la commune de Brioude. La commune de Brioude qui a eu la chance d'avoir des fouilles archéologiques quelques années auparavant. Et à travers ces fouilles archéologiques, en fait, il y a eu un très très gros travail de fait par des archéologues qui ont permis justement de reconstituer un baptistère du VIe siècle et une église paroissiale qui aujourd'hui sont complètement disparues de notre paysage. Et donc vous avez la basilique Saint-Julien qui est une basilique, on va dire, qui a commencé à être construite au XIIe et XIIIe siècle, et donc juste à côté. Donc là vous voyez à travers la vue 360, donc le baptistère qui se trouve sur votre gauche, et sur la droite la reconstitution de l'ancienne église du XVe siècle. Voilà, donc en fait, on a, par exemple, pour Brioude, 15 points d'intérêt, 54 pastilles et quelques pastilles audio. Idem pour la commune de Lavaudieu. Donc la commune de Lavaudieu qui a en fait une particularité, c'est qu'il y a un très joli cloître à Lavaudieu. On verra tout à l'heure la vidéo si on a le temps de la passer. Et dans ce cloître, juste à côté, il y a une église, et le chapeau de l'église a été arasé au moment de la Révolution. Donc là, le chapeau de l'église a été reconstitué, ainsi que les remparts. Alors on ne voit pas très bien avec le soleil, mais ainsi que les remparts, donc par de la modélisation 3D, et également grâce au travail important du Pays d'Art et d'Histoire et d'historiens qui ont travaillé sur ce site-là. 1 minute 30, je vais aller vite. Tant pis, on ne verra pas la vidéo. Donc sur le coup, ça c'était pour les 3 communes. Donc ça c'est des visites virtuelles que vous pouvez faire soit de chez vous, soit en temps réel sur les 3 communes. Et puis, donc, on a souhaité aussi avoir un outil d'explication de nos 27 communes qui soit disponible à l'Office de tourisme, avec une grande table tactile que les visiteurs peuvent utiliser. Et puis aussi, c'est surtout un outil pour nos hôtesses et nos hôtes d'accueil pour montrer notre territoire et que les personnes, les touristes puissent constituer
leur panier pendant leur séjour et surtout pouvoir rester plus longtemps sur notre territoire en appréhendant mieux les différentes possibilités qu'il y a, soit de découverte du patrimoine naturel, soit du patrimoine culturel. Là, je vais passer un petit peu. Ah oui, bah si, on a quand même on a nos casques de réalité virtuelle. Donc ces casques de réalité virtuelle sont super bien. Par contre, on n'a pas pu les mettre encore à disposition des touristes en raison, bien évidemment, de la crise sanitaire. Par contre, toutes les personnes qui les ont essayés ont adoré, puisque vous découvrez en fait les villages à travers des photos 360 degrés, des vidéos drones également. Donc c'est vraiment un très très beau produit. Et on attend avec impatience la fin de cette crise pour pouvoir les mettre à disposition du public. Alors, pour le coup. Alors simplement au niveau des partenaires, donc on a eu c'est un coût de 160 000 € avec des partenariats financiers de l'Europe à travers le Leader, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a aidé aussi à hauteur de 20%, le département de la Haute-Loire qui a donné aussi 22%. Et on remercie tous nos partenaires, y compris bien évidemment le Pays d'Art et d'Histoire. Je m'arrête là. J'avais d'autres choses à dire, mais tant pis. Merci, merci, bravo. Les questions de nos jurys. Vous avez parlé de l'importance du cahier des charges, et ça j'en suis convaincu. Quel est le retour d'expérience sur la robustesse des matériels? Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez des prescriptions supplémentaires? Alors sur le matériel, il n'y a pas de souci pour le moment. Alors ça fait partie justement d'une des slides qu'on n'a pas pu voir, c'était notre premier bilan. C'est que en fait, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les téléchargements sur les smartphones et les prêts de tablettes. En fait, pas beaucoup puisque les gens viennent déjà du fait de la crise sanitaire. Mais par contre, tous ceux qui les ont utilisés n'ont pas eu du tout de soucis ni techniques ni nous ont rendu le matériel dans mauvais état. Donc non, ça. Pourtant, pour l'instant, l'expérience est bonne. Touche du bois. Petit détail, une fois qu'on a vu une reconstitution, surtout lorsqu'elle est assez vraisemblable, est-ce qu'elle reste dans la mémoire? Et maintenant, quand vous vous baladez, même sans aide, vous voyez les monuments et les emplacements détruits à travers ces évocations, comme si ça existait? Alors, pour moi, des trois, celle que je préfère, c'est celle de la Vaudieu, avec la reconstitution historique des remparts. Et en fait, on voit, parce qu'on peut tourner la tablette ou le support numérique à 360 degrés, la reconstitution est bien à 360 degrés, donc au-delà des remparts et de l'église, vous voyez tout le paysage de l'époque, avec des vignes qui aujourd'hui n'existent plus. Vous avez un paysage qui est complètement, enfin on ne va pas dire fermé, mais avec beaucoup de bois. Et donc on voit toute la partie vigne qui a existé, alors pas forcément à l'époque des remparts, mais plutôt au 19e siècle. Et c'est un clin d'œil à la vigne qui a été plantée sur notre région à l'époque du phylloxéra dans le Bordelais. Donc vous avez une double mémoire aujourd'hui, ce que vous voyez et ce qui était. Complètement. Les deux se superposent. Complètement. Et en plus de ça, on arrive à le faire partager avec les gens qu'on accompagne sur nos différentes communes. Et c'est vrai que ça leur donne après envie d'aller visiter les différents sites à travers soit la tablette numérique, soit comme ça. Ok, merci. Merci beaucoup, on vous applaudit à nouveau. Et on va accueillir Dentellation pour ces 12 minutes réglementaires. Voilà. Vous avez la zapette. Vous avez les micros. Je ne sais pas si à 3, vous arriverez à faire 12 minutes. En général, plus on est nombreux, plus ça dure longtemps et plus on se retrouve dans le jus à la fin. Allez, il y a un micro là. La zapette, elle est où? À mon avis, elle est sous le carreau maintenant. Ah non. Voilà, vous me dites quand vous êtes prêts. Allez. On teste ce micro. Non, je pense que le noir va mieux fonctionner. Voilà. Top. Bonjour, donc je suis Roland Arnaud, dirigeant de Fontaniscope. Fontani est une entreprise textile labellisée EPV de 44 salariés, située au centre de la France, au Puy-en-Velay. Elle fut fondée en 1860, c'est-à-dire 160 ans d'histoire, par Léon Fontani et reprise en 2012 sous Fontaniscope. Fontani est concepteur et fabricant de rubans et dentelles élastiques.
pour 3 secteurs. Le secteur du médical, le secteur de la mode et le secteur de l'industrie. Pour le secteur médical, nous fabriquons des rubans enduits de silicone pour tout ce qui est pour la contention médicale. Fontagny est leader sur ce marché, leader européen. Pour la mode, Fontagny est créateur d'émotions depuis plusieurs décennies. Nous fabriquons des rubans velours ainsi que des dentelles fuseaux, véritable savoir-faire du patrimoine local. Depuis plusieurs années, Fontagny se diversifie en fabriquant des rubans pour le pneumatique, ainsi que l'aéronautique et la sûreté. Le point commun de ces 3 secteurs, c'est quoi? C'est l'innovation, l'écoute et l'accompagnement de nos clients. Donc Fontagny est une entreprise à taille moyenne. Notre force, c'est d'avoir une intégration verticale, ce qui nous permet de maîtriser tout le process. Nous avons 180 machines et une capacité de production d'environ 10 millions de mètres. Au bout de cette chaîne de production, vous avez un produit 100% français. Donc là, vous êtes en train de vivre l'expérience Fontagny, et je dirais que le projet Heritech correspond à la philosophie de notre projet, c'est-à-dire que c'est héritage et technologie. Et maintenant, je passe la parole à Julie pour vous expliquer notre projet. Donc bonjour, je m'appelle Julie Agrin, je suis jeune diplômée de l'école de design d'Orléans et je pratique la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay depuis mes 6 ans. Donc la dentelle, elle se caractérise par un réseau de fils naviguant dans un espace, enfin un espace qui est un support surtout qui s'appelle un carreau. Donc là vous avez un carreau ancien qui était utilisé par le passé pour confectionner des dentelles au mètre. Donc pour effectuer une dentelle, il vous faut évidemment le carreau, il vous faut un carton qui représente le motif que vous souhaitez réaliser, des fuseaux qui ont le rôle de dévidoir de fil, mais aussi qui servent de poids pour l'obtention en fait d'une dentelle régulière. Donc la dentelle du Puy est assez reconnue pour la diversité de ses points et de ses motifs, dont le point d'esprit qui est très connu, ainsi que le grain d'orge, ou le motif coquille, comme ici. Donc voilà. Pourquoi la dentelle? Parce que voilà, d'une partie, comme je disais, c'est une technique qui est très riche et qui, à mon sens, peut être développée et mise en valeur par le numérique. Et d'autre part, parce qu'il y a une réelle problématique au niveau de la transmission de ces gestes et de la pérennisation justement de ces gestes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la dentelle subit encore la tradition du secret et ce qui n'est pas justifié. Avant, c'était justifié quand cet art du fait main faisait vivre la région dans les années 1860. Aujourd'hui, c'est plus un passe-temps qui n'a pas vraiment une concurrence avec l'industrie, parce que c'est 2 choses complètement différentes qui s'adressent à 2 secteurs différents. Du coup, voilà. Donc, Adélaïde va vous présenter en quoi le... Alors, ce projet, il s'appelle dentellation. Alors, pourquoi dentellation? En fait, c'est la contraction de dentelle et tessellation. Dentelle parce qu'on travaille sur la dentelle du Puy, et tessellation parce que, en fait, moi je suis maître de conf en informatique et je fais de la recherche en mathématiques et je fais partie d'une équipe qui fait de la vision par ordinateur, et nous, la perception de la dentelle que nous avons, elle se fait au travers d'équations. Et qu'est-ce que c'est que la dentelle pour nous informaticiens? En fait, c'est un motif qui se répète avec des formes simples, des carrés, des rectangles, des triangles, qui vont se répéter. Et ce processus, en fait, s'appelle la tessellation. Donc, dentelle plus tessellation égale dentellation. Ce qu'on a voulu faire, en fait, dans ce projet, c'est mobiliser toute la force du numérique pour, en fait, tisser un avenir high-tech à ce savoir qui, il faut le dire, très franchement, est en train de disparaître. Pour pouvoir le faire, en fait, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir Julie à mes côtés, qui a fait preuve de beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de patience pour, en fait, expliquer le geste, expliquer les erreurs qui sont communément faites, et aussi expliquer les procédures. Ce qui nous a permis, en fait, de pouvoir, avec les mathématiques, générer automatiquement un carton et aussi générer un certain nombre de règles.
qui sont associés en fait à ces entrelacements, à cette poursuite de fils qui, au bout de quelques heures, nous permet en fait de faire de la dentelle. L'autre force numérique, et là je le dis en tant que prof d'informatique, c'est que l'erreur est une chance en fait, dans l'environnement numérique. Et donc, on peut se tromper dans un environnement virtuel, c'est pas grave, on recommence. Et puis en plus, en fait, on gâche moins de matière. Et surtout, les nouvelles technologies numériques sont en cohérence totale avec les nouvelles générations qu'on appelle les digital natives. Et vraiment, l'idée, c'est de mobiliser en fait ces technologies comme pour donner envie d'avoir envie d'apprendre la dentelle du puits, donner envie d'avoir envie de diversifier en fait le panel d'applications que l'on peut avoir au niveau de la dentelle. Alors évidemment, l'une des applications, c'est le ruban, hein, le napperon, mais on peut envisager des chaussures, on peut envisager de la lingerie, on peut envisager des guêtres, on peut tout envisager. Là, avec la simulation avancée, eh ben en fait, c'est toute notre imagination qui est en fait démultipliée. Et donc, nous, chercheurs en fait de l'Institut Pascal de l'Université Clermont-Auvergne, on est très heureux en fait de participer à ce projet parce qu'en fait, on peut exprimer toutes ces facettes-là en fait du numérique. Donc, pour pouvoir en fait conserver ce geste, ce qu'on a fait, c'est que on a pris tous les outils de la dentelière, la bobine de fil, le fuseau, le carreau, les aiguilles, et on les a en fait modélisés dans un environnement virtuel. Et puis, on a modélisé la physique du fil, parce qu'il faut sentir l'entrelacement, il faut sentir la tension, il faut aussi sentir quand on casse un fil, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et au travers de la création procédurale, en fait, on a créé tout un tas de cartons, donc certains qui existent et d'autres qui n'existent pas, pour en fait à terme envisager dans les prochaines années en fait de la dentelle en 3D. Aujourd'hui, elle se fait en 2D, mais nous, ce qu'on imagine à long terme, en fait, c'est la dentelle en 3D. Donc, le contexte, il est dans l'entreprise Fontanille, en fait, dans la salle des trésors. Pourquoi la salle des trésors? Parce que c'est une salle unique où 200 ans de dentelle sont entreposés. Et donc, on est immergé dans cette salle et on a des mains virtuelles, qui sont quelque part un peu les mains de Julie, qui vont prendre les différents outils et procéder aux entrelacements sur un carton virtualisé à travers les mathématiques par la procédure de tessellation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc nous, on est très heureux de vous présenter ce projet, quelle que soit l'issue en fait des votes. Pour nous, c'est une première pierre, c'est un nouvel avenir high-tech qu'on veut tisser, du coup, avec la dentelle du puits, les synergies entre une entreprise du patrimoine vivant, une dentelière designer et en fait une chercheuse de l'Université Clermont-Auvergne. Voilà. Merci. La seule équipe qui n'a pas été interrompue par la sonnerie. Les 3 minutes, non pas du peuple, mais les 3 minutes de nos jurys. Bravo en tout cas d'avoir essayé de rapprocher des mondes aussi distants, rapprocher avec des notions de mathématiques avancées là, comme la tessellation que je ne connaissais pas, la géométrie discrète. Arrivera-t-on à créer des interfaces vers les métiers mécaniques? Arrivera-t-on à créer un outil mécanique qui fasse du 3D? Alors, je fais partie de la communauté des makers. En fait, pendant plusieurs années, j'ai dirigé un Fab Lab et donc j'ai travaillé sur les machines à commande numérique. Donc, ce que nous entrevoyons, c'est que il y a effectivement ce passage avec les outils, mais après, on reviendra vers le métier. Et donc, c'est de la commande numérique aujourd'hui. C'est qu'il faut exprimer, c'est de l'électronique aussi qu'il faut exprimer, et ça fait partie des prochaines étapes en fait du projet. Oui. Oui, Tessel, ça me fait penser à la mosaïque. Oui. Alors, parce que voilà, je m'intéresse beaucoup à la mosaïque et au Tessel. C'est
à cause des tesselles, comme vous le savez, sont les tout petits morceaux de marbre ou d'autres matières, d'ailleurs, que l'on assemble et qui constituent la mosaïque antique et contemporaine. Et vous, pourquoi avez-vous pris ce terme? Parce qu'il vous a paru le plus caractéristique, parce qu'il faut savoir que dans la mosaïque, on peut avoir des formes régulières et irrégulières. Alors, pourquoi? Alors, il y a une petite raison à ça. Je suis maître de conférence, en fait, sur le site de l'IUT du Puy. Et en fait, il y a un groupe à l'IUT d'experts en géométrie discrète. Ah, ben voilà, on y revient. Et en échangeant... autour d'un café plutôt virtuel l'année dernière, on peut le dire. On a un des collègues nous a exprimé en fait ces techniques de tessellation et on a découvert en fait des travaux d'une Canadienne qui s'appelle Véronica Yarvin, qui a travaillé sur cette dentelle-là, et tout de suite ça fait tilt et on s'est dit bah tiens, en fait faudrait qu'on l'essaye sur la dentelle, et ça a été un grand bonheur, parce que je pensais pas en fait que je pourrais relier mes travaux de recherche sur la dentelle initialement. Enfin, en tout cas, c'est pas immédiat. En tout cas, on n'y pense pas au premier abord. Et du coup, ça ouvre des perspectives assez intéressantes au niveau recherche pour les équipes du Puy. Vous vous rendez compte quand même, il se trouve que moi, je ne suis pas du tout dentier, mais les gens vont dire que je fais tous les métiers, mais j'ai quand même écrit les grands livres sur la broderie. Je suis assez célèbre pour ça. Je suis passionné de broderie, la broderie libre, hein, la grande broderie, pas le petit point qui est pour les dames. Pardon, hein, s'il y en a qui le font. Mais je veux dire, vous remplacez le plein de la mosaïque par le vide de la dentelle, en somme. En somme. Remplacer le plein par le vide, c'est excellent, c'est atmosphérique. Je vous remercie. Merci. Bravo, merci beaucoup. Alors, le moment est venu de voter, sachant que c'est un vote de sensibilité, puisque je vous l'ai dit, hein, le dernier mot revient à notre jury, et les nominés finaux, les lauréats, ne seront connus qu'au mois de novembre. Donc, pas de pression, mais je vous invite tout de suite à vous mettre sur vos smartphones, à taper le 06 44 63 07 10, 06 44 63 07 10. Et là, si vous avez aimé le bloc de l'Alcazar, vous tapez 1. Si vous avez préféré Terre de Géant, vous tapez 2. Si vous avez préféré Alésia, vous tapez 3. Si vous avez préféré Guebwiller, tapez 4. Brioude, c'est le 5. Et Dentellation, c'est le 6. 1, l'Alcazar. 2, Terre de Géant. 3, Alésia. 4, Guebwiller. 5, Brioude. 6, Dentellation. Au 06 44 63 07 10. Vous avez 5 minutes pour voter. C'est parti. Moi, je vais voter aussi. Et voilà. Alors, où l'on apprend que voilà, ça continue à voter. Dentellation est en tête, suivi par l'Alcazar, talonné par Terre de Géant, suivi de Guebwiller, puis en l'occurrence, alors, je vais reprendre mes... Oui, alors donc le 1...
1, c'est l'Alcazar. 2, Terre de Géant. 3, Alésia. 4, Guebwiller. 5, Brioude. Et 6, Dentellation. Alors, voilà, c'est très, très indicatif sur un volume de votants de 152 personnes précisément à date maintenant. Donc, voilà, hein, si vous avez un petit programme, une petite colonne, vous ne vous sentez pas vexé. De toute façon, il y aura d'autres, effectivement, analyses de votre dossier. Mais on voit cette tendance, effectivement. Alors, est-ce que la force de Dentellation est d'avoir croisé 3 univers qui, finalement, paraissaient éloignés et convergent autour d'un savoir-faire? Est-ce que c'est une force? Est-ce qu'ils ont appelé des amis? Je ne sais pas, en l'occurrence. Voilà, donc c'est indicatif. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc ce soir, les visites avec nos amis de la Maison départementale du tourisme. Les stands vous sont ouverts et puis à 20h, on mangera un petit morceau ensemble, ici même à l'hôtel du département. Voilà, et pour les autres, rendez-vous à 10h demain matin dans cette même salle et 9h sur les stands. Merci beaucoup.